Voici venu donc l'instant causerie matinale avec nos invités. Sylvain Etchou, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers confrères, bonjour à tous. Oui, merci. Donald Arrossi, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous. Mathieu Boucault. Bonjour Théodule, bonjour à Sylvain, bonjour à Donald, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Très bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la qualité de nourriture que nous consommons dans nos maquis et restaurants. C'est vrai, la nourriture, tout ce que nous consommons constitue le maillon important, en tout cas les éléments avec lesquels nous nourrissons notre organisme et donc notre corps. Alors, quelle est cette qualité? Quelle est la qualité de ce que nous achetons, nous mangeons? En fait, la question, on se la pose aujourd'hui. Est-ce que nous mangeons bien? Est-ce que nous mangeons la qualité? Est-ce qu'on nous sert la qualité? Est-ce que nous-mêmes, nous choisissons de bien manger? Et là, la question qui se pose, avec vous, ce matin, nous allons essayer de répondre à cela, de voir que si personnellement, puisque nous aussi, nous avons très souvent la chance d'aller dans les maquis, les restaurants, acheter à manger. Maintenant, est-ce que le choix que nous faisons ou ce qui nous est servi est de qualité? Et Sylvain Etchou, votre avis sur la question. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les Béninois, dans les maquis, dans les restaurants, ils mangent bien? A priori, oui. Quand vous allez, qu'on vous présente votre plat que vous demandez, l'aspect déjà, ça vous montre que c'est un bon truc, que c'est un bon repas qu'on vous a servi. Mais il faut faire tout dans la cuisine pour ceux qui ont la chance d'aller dans ces cuisines internes de ces maquis, de ces restaurants. C'est là que se passent les réalités, les vraies choses, et que ceux qui ont la chance de se faire un tour là-bas ou ceux qui travaillent dans ces cuisines témoignent de ce que vraiment il y a des choses à corriger. Je crois que la responsabilité revient beaucoup plus à ces responsables tenanciers de ces maquis et bars là par rapport à aux ingrédients qui entrent dans la composition des mets présentés à la fin, parce que au finish il y a un aspect qui satisfait quand même quant à la qualité de la nourriture, quant à la bonne composition du mets qui nous est servi. Mais je crois qu'au fond, il y a des interrogations par rapport à l'état des ingrédients qui ont servi à la composition de ces nourritures. Quand on prend la tomate, quand on prend de l'oignon, quand on prend les piments qui ont donc servi à pouvoir faire le mets, je crois qu'il y a des interrogations par rapport à l'état, au système de conservation et au système d'achat de ces ingrédients-là. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et nous devons donc commencer déjà dès nos marchés, parce que ça passe par là aussi. Ces tenanciers, ces responsables de maquis et bars vont s'approvisionner dans nos marchés. Quels sont les produits que l'on vend dans nos marchés? Quel est l'état de ces produits-là, malgré lesquels on les vend encore? Parce que vous savez, en temps de tomates ou en temps d'oignons, il y a des états vraiment déplorable, mais quand même on essaye de vendre à moins de coût, et qu'il se pourrait que ces tenanciers ont l'habitude d'en prendre parce qu'ils ont une certaine quantité à servir, qu'on mélange avec la bonne qualité, avec le système qui fait moudre les choses au niveau des moulins. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et que lorsque vous savez que ce qu'on envoie dans le ventre, il n'y a pas autre mesure de pouvoir faire sortir, réparer avant de remettre dedans. Je crois que la bonne conscience devait guider chacun à pouvoir que ce que l'on serve puisse refléter la bonne qualité, puisse quand même donner la bonne santé à celui qui paye, parce que après tout c'est de l'argent que l'on remet pour prendre ce que nous mangeons, et vous l'avez dit tantôt, ce que nous mangeons conditionne notre santé, et je crois que la bonne conscience devait guider chacun dans la chaîne pour que celui qui vient manger ne soit pas intoxiqué. Oui, très bien. Mathieu Boucault, est-ce que vous êtes arrivé un jour de parcourir peut-être 2 ou 3 maquis dans une journée ou en 2 ou 3 jours, le temps d'apprécier un peu la manière, ce qui est servi, présenté au public, aux clients, et d'apprécier, d'avoir votre avis sur la question? Non. Peut-être partager ça avec quelqu'un. Beaucoup de ceux qui sont chaque fois entre le boulot et la maison presque doivent parcourir nécessairement, même si c'est une fois par semaine, un restaurant, que ça soit
un restaurant de qualité ou moins, parce que la grande question, c'est que nous sommes à la recherche du goût, nous sommes à la recherche d'un meilleur plat, nous sommes à la recherche de ce qui doit être à notre bourse, afin de pouvoir nécessairement satisfaire notre besoin interne, qui est la faim. Maintenant, c'est que c'est déjà louable aujourd'hui que on a de ces restaurants, on a de ces maquis qui sortent des têtes comme des champions, parce que vous savez, même à proximité, un restaurant est là, et lorsque vous avez faim, vous pouvez rapidement vous satisfaire. Il suffit juste de descendre de votre boulot et le restaurant se trouve à côté de vous, et vous vous dites, ben écoute, vous n'avez plus besoin de parcourir des kilomètres afin de découvrir peut-être un mets entre griffes bon. Parce que c'est la grosse question maintenant. La question qu'il faut se poser, telle que vous l'aviez introduit, c'est que est-ce que tous les restaurants sont appelés à servir de bons mets? Parce que c'est la grosse interrogation. Vous savez, il y a des restaurants franchement qui font bien. Même si c'est à une bourse moyenne, on essaie quand même de satisfaire le client. On essaie d'apporter un plus, la qualité, le coût, tout ce qu'il y a comme ingrédients, assainissement, pour que le client, au fur et à mesure, puisse aussi se porter en bonne santé. Il y a que d'autres, tels que le dit et tout Sylvain tout à l'heure, et que bon, on ne peut en aucun cas être d'accord de ce qui se sert. Parce que vous allez voir des restaurants qui se trouvent juste à côté des carnivores. Il y a des maquis qui se trouvent à côté des carnivores. Le maquis est devant et le carnivore est juste derrière, avec tout ce que vous voyez comme désordre. Donc, déjà, la pollution, déjà l'atmosphère dans laquelle le maquis se trouve n'est pas agréable pour qu'un client puisse entrer et se servir à manger. Donc, ça pose un problème d'assainissement, de qualité et tout ce que vous voyez comme maladie. Moi, personnellement, tel que vous me l'aviez posé, j'ai fait un tour dans un maquis. Il y a que, tel que tout le disait, tout était bien propre à l'intérieur. Bien propre, table bien disposée. Vous allez vous demander même que vous êtes dans un restaurant high-tech. Maintenant, il a suffi juste que je puisse me satisfaire, aller aux toilettes rapidement, et que on me dit que cette toilette-là se trouve derrière. D'abord, je rentre dans cette toilette, c'est désagréable. Parce que c'est pas dans les toilettes. Non, attention. On ne peut pas, Théodule Roussard, entretenir l'intérieur d'un restaurant sans que la toilette ne soit propre. Parce que si vous avez ce dégoût, vous ne pouvez plus avoir l'appétit de manger. D'accord. Parce que c'est justement la question. Je pense que tout réuni, nous avons l'obligation, même si nous sommes tenanciers de bar, nous sommes promoteurs de bar, à entretenir tout pour que tout soit propre, jusqu'à la cuisine telle que le soulignait Sylvain et tout, pour que au moins les dispositions réglementaires soient prises afin que le client puisse être content de débourser pour manger. Maintenant, il y a qu'aussi cette bourse qui manque à beaucoup de gens, parce que les gens sont bien envie de rentrer dans des restaurants chics et de manger, et peut-être pas faute de moyens, parce qu'on ne peut pas débourser 500 francs pour manger, on est obligé de faire comme tout le monde, parce que la bonne dame qui vend juste peut-être de l'haricot à côté, on est là pour manger juste 100 francs, 200, même si ce n'est pas de la qualité, même si l'assainissement n'est pas réuni, on s'en fout pas mal, on mange. Voilà un peu la situation. Merci. Donald Rossi, votre avis sur la question? Oui, je pense que mes confrères ont souligné assez d'aspects. Vous savez, nous travaillons tous en ville, et donc fréquenter les maquis, les restaurants pour manger devient une obligation naturelle. Et du coup, pour choisir donc un maquis ou un restaurant, cela est déterminé par essentiellement deux facteurs. On cherche la qualité, l'hygiène, mais aussi c'est en fonction du pouvoir d'achat. Et finalement, selon les catégories, notre catégorie sociale, nous choisissons un endroit donné. Malheureusement, des fois, on constate que les conditions
hygiénique et de qualité rime un peu avec le niveau des maquis et des restaurants. Plus vous choisissez d'aller dans un maquis de moins standing, vous constatez que les règles élémentaires aussi ne sont pas pour autant respectées. Et je vous donne un simple exemple. Vous allez chez une bonne dame qui a bien aménagé son coin, vous de l'extérieur, vous voyez que tout est propre. Mais vous allez, elle vous sert votre repas pour vous donner le poisson, elle prend la main pour vous servir le poisson. Alors qu'elle utilisait... le kiroir peut-être. Voilà. Et elle prend la main pour vous dire, mais madame, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voulez de prendre de l'argent avec cette main. Et pour elle, c'est comme si c'est vous qui jouez à l'intello, c'est vous qui jouez à monsieur propre. Pour elle, c'est comme si ça ne devait pas être le cas. Soit une dame est en train de vous servir et au même moment, elle commence par parler. Elle parle. Et des gouttes de salive quand même peuvent sortir de sa bouche et tomber dans votre repas. Alors que vous ne savez pas quel est l'état de sa santé. Mais généralement, alors qu'à temps normal, ces bonnes dames doivent quand même se porter de cache-nez, se protéger. Mais c'est ce qui est recommandé. Et quand vous allez dans les grands restaurants, vous allez voir que vous allez dans les cuisines, les femmes se couvrent même la tête. Même avant l'avènement du Covid-19. Oui, même avant l'avènement du Covid-19. Elles se couvrent la tête de peur que des brins de cheveux ne tombent dans les repas. On se couvre même la bouche pour que, en parlant, des gouttes de salive ne tombent pas dans les repas. Mais je peux vous dire que, outre les grands restaurants et les grands hôtels, dans la plupart des maquis, ces règles élémentaires ne sont pas respectées. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État, surtout le ministère de la Santé, doit pouvoir imposer à toutes les bonnes dames de porter de cache-nez. Même après Covid-19, quand vous vendez au bord de la voie, vous devez vous protéger, porter des cache-nez pour protéger les usagers qui viennent manger chez vous. Parce que vous les exposez, personne ne connaît votre état de santé. Dans les grands restaurants, dans les hôtels, le personnel est despisté en même temps pour voir si le personnel souffre d'une telle maladie. Donc le tri est fait automatiquement. Mais dans les autres restaurants, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et outre ça, le problème aussi, c'est que c'est toute la chaîne de préparation, de l'acquisition des repas jusqu'à la préparation et au service. Quand vous prenez l'acquisition des repas, il y a un grand problème qui se pose. Parce que quand les gens vont sur le terrain, à travers même des enquêtes, des reportages, on arrive à constater qu'il y a des restaurants qui vont même payer des produits avariés. Vous voyez, et quand on parle de restaurant, ça dépend du standing. Ça dépend du standing. Mais l'usager ne peut pas savoir les produits utilisés pour préparer ce repas. Et après, il y a les conditions de préparation. Vous voyez une bonne dame très bien habillée devant qui vous vend, mais allez derrière, vous allez voir des femmes crottées derrière qui préparent dans des conditions très bizarres. Vous prenez l'habitude d'aller manger. Ils transpirent tout le temps. Ils transpirent tout le temps, voilà. Avec un trimballe de petits enfants, vous voyez, et sans aucune condition hygiénique. Et ça pose un grand problème. Des fois, on ne voit pas tout ça de face, mais quand vous poussez un peu votre curiosité, vous voyez des choses qui vous dégoûtent tellement. Et du coup, même pour manger en vie, ça devient un casse-tête. Surtout que vous n'avez pas un bon pouvoir d'achat, ça devient un casse-tête. Et récemment même, la faculté des sciences économiques et la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi a mené une enquête et a évalué un peu l'alimentation des Béninois, surtout dans la rue. Et on a vu que l'alimentation, surtout les conditions de préparation des repas, de conservation, n'obéissent pas du tout aux règles. Et cela est à la base de plusieurs maladies telles que les fièvres typhoïdes, le choléra et bien d'autres maladies, les maladies de foie. Vous voyez. Donc aujourd'hui, je pense que l'État central, avec ses services décentralisés, déconcentrés, et les communes, les conseils communaux doivent pouvoir prendre des responsabilités
pour commencer par sévir. On doit pouvoir mettre sur place des équipes qui doivent faire des tournées sporadiques pour aller surprendre ces personnes et fermer automatiquement ces restaurants et maquis. Je vous donne un exemple, j'élargis un peu le champ. Vous allez dans des boulangeries et vous voyez qu'il y a des animaux qui... À ce niveau, effectivement, c'est... Non, ça est que il y a des chats, des poules et des poussins qui circulent dans des boulangeries. Et après, quand même, on prend tous ces pains et c'est destiné à la consommation. Le consommateur final ne sait pas dans quelles conditions le pain est préparé. Même le boulanger aussi transpire. Justement, c'est un travail. La température, elle est d'abord forte. Et lorsque vous êtes face à cette température, vous avez l'obligation de transpirer. Et par conséquent, on transpire et puis rapidement, on utilise la main. Voilà. On utilise la main et puis rapidement. Ça rentre dans le repas. Dans la pâte alimentaire et puis le consommateur final, bon, lui, il n'en sait rien, il doit consommer. Et tel que le disait même Donald, au-delà même de ces bonnes dames qui préparent avec des petits-enfants, vous allez même voir des plats qui ont été déjà utilisés, abandonnés, à la portée des mouches, avec des marmites isolées un peu partout. Et puis, les eaux sales, et personne ne veut s'en occuper en vue de rendre propre ce matériel-là. Moi, lorsque vous voyez tout ça, vous vous demandez s'il faut toujours manger dans la rue ou pas. Seulement que il y a une contrainte. Lorsque la faim vous prend, vous n'avez plus. On a toujours envie. La présence d'esprit, parce que rapidement vous finissez et vous dites, mais est-ce que c'est vraiment de la qualité? Vous priez Dieu. Mais vous priez Dieu parce que au Bénin, on ne fait que prier Dieu parce qu'on se dit c'est cela. Mais je pense que la police sanitaire a aussi un rôle à jouer. Parce que l'État, d'abord, c'est nous. L'État, c'est une disposition, telle que vous le dites, les autorités municipales et communales doivent jouer leur rôle. Nous avons une police sanitaire, on devrait mettre même en complémentarité la police municipale avec la police sanitaire qui doivent travailler en synergie. Et pourquoi pas la police républicaine? Et tel que le disait Donald, on doit faire des visites inopinées et descendre pour constater même dans les ruelles les bonnes dames qui vendent. Parce qu'il faut que chacun puisse faire son test. Il faut que chacun puisse avoir son certificat médical qui atteste que je me sens bien, j'ai toutes les preuves que je peux vendre au bord de la voie afin de pouvoir m'investir à vendre. Parce que beaucoup se disent, parce qu'on n'a pas une activité de revenus génératrice, on se dit, ben écoutez, moi-même je dois vendre, on se balance sur les pavés, dans un coin de rue, on commence à vendre 2-3 émigrants, l'annonce est faite, et puis voilà, ceux-là sont, les attroupements de émigrants, ceux-là sont même pris comme des gens qui doivent faire de la publicité. Et même après enquête, ils se révèlent que c'est des gens qui mangent sans payer. Alors qu'eux, ils sont destinés à faire de la publicité autour de leurs collègues en vue de drainer du monde. Donc, je crois que tout ça, on doit l'arrêter. On doit voir qui peut préparer à qui et quelles sont les conditions dans lesquelles on doit préparer. Avant de revenir, si vous le permettez, à la responsabilité des responsables à divers niveaux, mais d'abord, le tenancier ou le responsable de ces maquis, Sylvain l'a évoqué, vous l'avez évoqué aussi, les produits, sinon les condiments avariés qu'ils vont chercher sur le marché aujourd'hui. La tomate est plus ou moins chère aujourd'hui. Effectivement, l'oignon également. Mais comment ça se passe? La sauce est toujours... Faut qu'on ait la friture. Non, bonne question. Et tout consommateur doit pouvoir, lorsque on vous sert, quand on prend du atasi traditionnel et qu'on met de la friture, vous voyez tellement c'est épais et tout, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans ces conditions où les produits que nous savons, qui entrent dans la préparation de cette friture-là, on essaie quand même de pouvoir donner en quantité et ça l'air de quelque chose de propre. Et là, on se pose la question. Je crois que à ce niveau, il n'y a que les tenanciers, les responsables, les dames qui préparent là, qui doivent pouvoir donc rappeler, retrouver leur conscience pour que l'on ne puisse plus désormais
aller prendre des produits avariés. Parce qu'au fil, c'est effectivement ça. Des tomates déjà pourries, des oignons déjà pourris, qu'on essaye avec même des... je vous souffle, on va jusqu'à dire par exemple que avec les papayes mûres, on arrive à quand même faire de la friture. Je crois que c'est de grandes questions. Justement, à la place de la tomate. On va, parce que vous connaissez le mets là également, du hardware, c'est fait avec des trucs pareils. Et je crois qu'il y a la bonne manière de pouvoir préparer ces mets et que les Béninois pouvaient consommer et ne pas être autant intoxiqués. C'est des poisons là, quand on consomme, on ne souffre pas du jour au lendemain, mais c'est des poisons là et puis au finish on tombe malade, on traîne des maladies bizarres et que sans savoir que c'est ce que nous avons mangé il y a de cela 5 ans, il y a de cela 2 ans qui nous cause aujourd'hui telle maladie. Je crois que également sur la chaîne de la prise de conscience, il faudrait que nos écoles aujourd'hui, les bonnes dames qui vendent dans les écoles telles que Donald le préconisait, il faudrait que l'hygiène qui doit être de mise puisse commencer par l'école et là l'enfant qui voit la bonne dame vendre avec cache-nez, avec couvre-tête et tout, et donc qui met l'hygiène dans le lavage des plats, on chauffe les cuillères et tout. Je crois que ça doit impacter l'élève à pouvoir donc refléter ça à la maison et que celui-là devenu demain étudiant, quand il va dans les restos universitaires où les bonnes dames couvrent la bouche, il y a des gens qui ne savent même pas que c'est peut-être à l'université, je dévoile un secret comme ça. À l'université, un ami m'a dit, mais pourquoi ici, les bonnes dames, en servant dans les restos universitaires, essayent de couvrir la bouche et tout comme ça. Et voilà, ça doit se passer normalement comme ça. C'est parce que nous n'avons jamais vu ça dans la chaîne et qu'aujourd'hui, on trouve que c'est à l'université, c'est beaucoup plus moderne et tout. Or, ça doit être la tradition, même depuis la maison. Maman, dans sa cuisine, devrait quand même avoir l'aimabilité d'une certaine hygiène dans sa cuisine interne afin que l'enfant puisse savoir que ça se passe ainsi. Arriver à l'école, il voit faire. Arriver au dehors, s'il ne voit pas ça, il réclame ça. Voilà, je crois que... En dehors des produits avariés, il y a aussi d'autres additifs, des cubes. Nous n'allons pas appeler le nom. En tout cas, ces additifs pour donner du goût, une saveur bien particulière au plat. Ça, c'est quand même de l'intoxication. On s'intoxique sans le vouloir. Oui, parce que d'abord, nous ignorons tous la source même de ces produits, les produits chimiques qui sont entrés dans la fabrication de ces produits. Mais à partir du moment où ça donne un goût succulent, voilà, et on s'y met et on ajoute énormément. À partir du moment où l'usager voit que c'est bien doux, c'est bien succulent, ils envahissent aussi ces endroits. Je pense que c'est une ignorance qui nous coûte très cher. C'est une ignorance qui nous coûte très cher et je pense que les autorités doivent vraiment communiquer autour de ces produits et surtout tout ce qui doit entrer dans le cycle de préparation d'un bon repas pour qu'on ne soit pas intoxiqué. C'est très important parce que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Vous voyez des gens qui mettent assez de cubes dans les repas, ignorant même avec quoi réellement on a produit ces cubes, alors que nous avons naturellement des crevettes qui peuvent remplacer ces cubes. C'est vrai que quand on compare un peu le coût, les gens préfèrent aller prendre des cubes parce que c'est mieux succulent et ça revient encore moins cher. L'autre chose que je voudrais quand même souligner aussi, c'est inviter beaucoup plus les associations des consommateurs à prendre beaucoup plus leurs responsabilités, à forcer aussi la main à l'État, à accompagner également l'État dans cette guerre, parce que c'est une guerre permanente qu'on doit mener, parce que le phénomène prend réellement de l'ampleur et les usagers, nos citoyens, nos concitoyens sont exposés, parce qu'on ne peut ne pas manger dans la rue. Aujourd'hui, nous travaillons du matin jusqu'au soir en ville, donc nous sommes obligés de nous restaurer. Mais des fois, il est très difficile dans certaines zones de trouver un bon endroit. Donc des fois, on est plus ou moins obligé de faire avec ce qu'on trouve. Donc il faudrait que ces associations de consommateurs puissent s'organiser et puissent également aller faire des contrôles sur le terrain, dénoncer
sensibiliser et dénoncer en même temps quand ça ne va pas. J'invite aussi l'ensemble des organisations non gouvernementales qui interviennent aussi dans ce domaine à faire beaucoup plus sur leur travail. C'est vrai, il faut aussi souligner ça, qu'il y en a qui sont sur le terrain mais qui ne font que de chantage. Ils voient que ce n'est pas bon, mais ils sont beaucoup plus préoccupés par l'espèce trébuchante, l'espèce et les moyens d'échange, parce que eux aussi veulent faire un chiffre sur le terrain. Du coup, ils voient que ce n'est pas bon, ils produisent juste des conseils en échange, ils attendent des billets de banque et puis ils ferment les yeux. Je pense que c'est très dangereux et ce que Mathieu a dit, c'est capital. Il faut que la police sanitaire soit renforcée en matériel, en effectif également, qu'on mette à contribution la police municipale également pour que ces actes soient de plus en plus réprimés, parce que c'est la vie de nous tous qui est exposée. Association de consommateurs, ONG, tous ou toutes sont muettes sur la question. On n'en parle pas, absentes complètement sur le terrain. C'est quand même inquiétant parce qu'il s'agit d'une question de santé publique. C'est peut-être... on va me dire que c'est les moyens de communication qui n'existent, qui font défaut. Mais souvent, ça ne suffit pas parce que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour la sensibilisation, dénoncer de façon vague, mais pour des actions ponctuelles, ciblées sur le terrain, il faut de la ressource humaine, il faut les rémunérer. C'est vrai qu'il y a du bénévolat, mais les gens, tout le monde veut manger, tout le monde veut vivre, donc il faut quand même des moyens financiers pour accompagner toutes ces actions sur le terrain. Oui, Mathieu. Mais le plus important, c'est de commencer d'abord. Parce qu'il faut qu'eux-mêmes, ils descendent sur le terrain. Il faut qu'on sente qu'il y a un effort qui est en train d'être fait et que s'il y a un accompagnement, on pourrait apporter chacun au niveau des organes, apporter le soutien qu'il faut à ces associations-là. Je ne vois que les représentants d'associations sur d'autres sujets relatifs à la consommation des GSM. En fait, le débat... On estime que là, c'est juste... Le débat d'échange... Justement, le débat se limite beaucoup plus là, c'est plus concret, plus consistant. L'Internet, les crédits, voilà. Alors que c'est vrai que nous sommes dans une révolution, mais je pense qu'il faut d'abord vivre avant de penser, tel que le dit un auteur philosophique. Mais aujourd'hui, les associations, telles que vous le dites, doivent se donner la main ensemble, parce que chacun fait le combat de façon individuelle. Et lorsque vous allez faire le combat individuellement, ça pose toujours problème. Et parfois même, les gens se réclament même être numéro 1 des consommateurs des associations. Il y a cette guerre de leadership qui s'invite dans le débat, ce qui ne permet pas véritablement d'atteindre les objectifs fixés. Et aujourd'hui, il est temps que chacun puisse faire taire cette haine, faire taire cette querelle et se parler pour sauver les citoyens. Parce que ceux qui consomment, c'est à ceux-là vous êtes président. Si ceux-là n'existent plus, vous ne pouvez plus être président ou représentant des consommateurs. Donc, ils ont un rôle capital à jouer. Ils ont un rôle important dans le maillon en donnant la main à la police sanitaire, à la police républicaine, en dénonçant. Parce que le plus important, c'est eux qui circulent dans toutes les ruelles presque de Cotonou. C'est eux qui doivent savoir où est-ce que ça ne marche pas. Où est-ce que le problème se pose, à quel niveau ça se pose, pour que nous trouvions le nœud véritable pour sortir les citoyens, les concitoyens de cette difficulté, de ce danger-là. D'accord, oui, Sylvain. Effectivement, sur la question, je crois que les responsabilités doivent être partagées, je crois, par rapport aux différentes collectivités, les mairies, les arrondissements, les autorités locales ont leur rôle à jouer. Et par rapport à la police sanitaire qu'on doit beaucoup plus activer, je crois qu'il semble que le terrain semble vide et qu'il y a des gens qui s'invitent malheureusement dans le secteur qui escroquent nos populations. Vous voyez des gens
habillés dans une certaine tenue, à deux, à moto ou à pied, mais qui circulent de maison en maison sans aucun papier, qui ne sont autorisés de personne, mais qui s'organisent parce que il semble que le vide, qu'il y a de l'insalubrité, qu'il y a de la malpropreté autour de certaines choses, se constate par des Béninois. On s'organise façon, et puis des gens investissent s'invitent dans des maisons, et puis voilà, ils disent qu'ils sont pour quelque chose, ils disent des trucs, et puis voilà. Ils initient des contrôles. Ils disent qu'ils sont en partenariat avec la police sanitaire. Voilà, donc, justement. Ils peuvent faire intervenir la police sanitaire. Voilà. Mais en contrepartie, ils ne cherchent que de l'argent. C'est de l'argent. Donc, ils imposent de l'argent, que si vous ne donnez pas si, donc ils vont rendre compte, ils font même des photos, ils prennent des photos, et ils intimident les populations, ils prennent de l'argent. Je crois que désormais, on doit pouvoir que nos autorités locales, surtout dans les localités un peu reculées de Cotonou, il faudrait qu'on mette de doigt sur cette question-là. Ça devient récurrent. Vous revenez à la maison, vous dites qu'il y a des gens qui sont venus aujourd'hui parler de ci, de ça, et puis ils ont pris de l'argent. C'est ça. Prendre le manger parce que la bonne dame a préparé. On estime que ce n'est pas bon. Voilà, on saisit ça. Mais on saisit encore cette nourriture avec cette friture et les différents poissons difficiles. On ne jette Nous allons pas cette dame. Donc je pense que tel que vous le dites, les autorités compétentes doivent saisir du dossier et doivent mettre les renseignements possibles qu'il faut pour arrêter ces individus mal intentionnés. Oui, Donald, oui, je voudrais revenir surtout sur l'aspect des boulangeries. C'est très important. On s'en rend compte de plus en plus que les conditions imposées par nos autorités pour produire du pain ne sont pas du tout respectées et ça se détériore de jour en jour. Je voudrais attirer l'attention du ministère du Commerce et le ministère de la Santé sur la question de prendre les taureaux par les cornes pour sévir. Il nous faut consommer des pains de bonne qualité produits dans des conditions très hygiéniques. Il faudrait que l'État reprenne réellement ses responsabilités. Les promoteurs de boulangerie sont réellement en train de faillir et les images qui circulent ne sont pas du tout bonnes. Que l'État fasse le ménage dans ce domaine. Oui, c'est vrai qu'on nous dira que ce ne sont pas tous les maquis, les tenanciers de maquis, de boulangerie qui se comportent de la sorte. C'est ce que nous décrions ici, nous dénonçons ici. Nous saluons ceux qui respectent quand même les normes, qui font l'effort d'offrir du bon pain, du bon plat, de bon mets, de la bonne nourriture à leurs concitoyens. Nous allons passer à l'autre sujet. Il s'agit du crieur public, l'autre annonceur qui a complètement disparu. On se souvient, entre-temps, c'était le crieur public qu'on appelait le gongonneur qui informait tout le monde dans les coins, les recoins et villages. Et vous avez la bonne information quand ça commence, quand ça tourne, tout le monde à coup, on l'entoure, on l'écoute. Et puis on a la bonne information. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Donald Arossi, pourquoi est-ce que d'abord vous aussi vous avez constaté la disparition du crieur public? Oui, c'est normal parce que dans un passé récent, encore dans les milieux un peu reculés, même quand on était jeune, et surtout quand tu te lèves déjà autour de 5h, 5h30, 6h, quand il a une information phare, c'est le crieur public qui donne l'information, c'est le gongonneur, comme on a l'habitude de le dire, qui donne l'information. Quand vous attendez le son de son gong, il y a une manière de sonner. Et quand il sonne, il y a d'abord un slogan qu'il donne. Et quand il crie très fort, parce que très tôt le matin, tout est calme, ou soit c'est dans la nuit tardive, vous faites tout est calme. Donc quand il lance le slogan, il y a un calme qui règne partout. Tout le monde essaie de prêter l'attention et il passe une information phare. Et souvent, c'est le chef quartier qui l'envoie passer l'information. Je prends par exemple l'exemple de l'affichage des listes électorales, par exemple. Entre-temps, c'est le gongonneur qui vient informer les populations. Parce que des fois, beaucoup pris par les activités commerciales, par le boulot, des fois, on n'arrive pas à suivre la radio, la télévision. Mais très tôt le matin, même avant de sortir de chez soi, on a l'information de proximité. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que c'est la modernité aujourd'hui qui
a pris le dessus. Ce sont les réseaux sociaux, tout ça qui ont pris le dessus. On a tendance aujourd'hui que les gens s'informent beaucoup plus par les nouvelles technologies de l'information et aussi par les médias, la radio, la télévision. Et du coup, aujourd'hui, on a semblé délaisser cette activité parce que il faut aussi dire que ça ne nourrit pas vraiment son homme et que la vie devient aussi très chère. Dans certaines villes de Cotonou, de Parakou, de Porto-Nouveau, les gens ont semblé innover un peu en achetant des mégaphones pour ces crières publiques, qu'ils utilisent des mégaphones pour que leur voix puisse bien porter. J'en ai vu un peu dans Calavi et ailleurs, mais je ne vois plus ça aussi. Ça a complètement disparu. Je pense que c'est la modernité, ce sont les nouveaux outils de communication qui ont pris réellement le dessus parce que les gens se disent que, bon, quand on évalue le nombre de personnes qu'on informe, il suffirait d'aller à la radio ou de passer l'information sur les réseaux sociaux, à la télévision, et que ça passerait mieux. Oui, mais Sylvain, est-ce que cette modernité, cette dynamique qu'on est en train de constater peut aller jusqu'à ce terrain-là, nous fait perdre ces habitudes, ces bonnes habitudes que nous avons, ces options que nous avons choisies pour nous informer? Est-ce qu'il ne faudrait pas ressusciter cette manière d'informer la population? Je ne pense pas autant que cette méthode de communication n'existe plus ou n'est plus trop utilisée. Mais plutôt que cette méthode a été submergée par la nouvelle technologie de l'information et de la communication, ça existe toujours. Vous allez dans nos arrondissements. Par exemple, oui. Bien sûr, dans ma localité. J'en ai entendu il y a très longtemps. Il y en a. Seulement, comme Donald le disait, ils n'utilisent plus trop le gong. Ils utilisent maintenant les mégaphones pour que la voix puisse bien porter et tout. Mais il y a toujours chaque chef village ou chef quartier a toujours à son actif des crieurs publics qu'il utilise pour pouvoir donc passer des informations dans son quartier ou dans son village. Ça existe toujours, mais seulement ce n'est plus trop ce qu'on utilise, ce n'est plus trop celui qu'on écoute. Il y a certes que les réseaux sociaux ont pris le pas sur ces méthodes de communication, de sorte qu'on semble que ça n'existe plus. Ça existe bien sûr. La preuve, quand il y a des élections, quand on paye les acteurs impliqués dans l'élection, il y a toujours une ligne qui est dédiée aux crieurs publics. Et quand vous allez dans ces commissions, il y a toujours, justement... Il y a vraiment crieurs publics. Oui, il y en a qui, quand même, le jour. C'est vrai que, Donald l'a rappelé également, la vie coûte un peu cher. Ces hommes ne sont plus trop dévoués à la tâche. Comme ça se passait en temps. C'est des gens qui sont beaucoup plus actifs, qui ont la vigueur nécessaire pour faire le job. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus entre griffes des gens fatigués, des gens qui ne sont plus trop en force pour pouvoir donc tenir même la voix devant un grand monde. Donc ceux-là qui sont dédiés à cette tâche et ça ne porte pas trop, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais je crois que nous devons préserver ces méthodes de communication. On doit vraiment préserver parce que c'est de la proximité, mais il y a on peut réserver, ça s'enseigne même à l'école, les méthodes en quatrième surtout, les méthodes de communication traditionnelles et modernes, en anglais bien sûr, ça s'enseigne et je crois que cette méthode ne peut pas disparaître, on doit préserver ça, la lettre, on doit préserver ça aujourd'hui, il y a tout ça, le fait de taper le tam-tam, ça se passait aussi comme ça, où par le son de tam-tam, on donnait des informations, sans même dire mot, mais aujourd'hui on n'a plus ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière pour pouvoir préserver ces manières de communication au détriment des modernes, de la modernité qui nous envahit aujourd'hui? Je crois que chaque Béninois, chaque acteur a l'obligation de préserver ce qu'il y a de notre tradition. Quant à la communication, je crois tous les moyens sont bons pour porter l'information. Et si ce n'est pas le crieur public qu'on peut avoir la bonne information, parce que l'intoxication aujourd'hui, ça prend le pas sur l'information elle-même, de sorte qu'on ne sait plus qui dit vrai. Mais je crois que quand c'est le crieur public qui parle au nom du chef quartier ou du chef d'arrondissement, je crois que c'est beaucoup plus crédible. Oui, Mathieu. Non, mes deux confrères ont dit l'essentiel. Mais seulement qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir est-ce que beaucoup de jeunes ont cette passion
de continuer cette œuvre d'art, parce que il faut le reconnaître, c'est de l'art. Justement. C'est de l'art. Et le crier public, ce sont déjà les prémices même du journalisme. Il faut le reconnaître parce Si que on peut le dire ainsi. si on peut le dire ainsi, ce sont les prémices. Tu es très vite fait de rapprocher ça à son métier. Hein, Oui, je comprends pas. ouais, écoutez, lorsque le crier public parle, je crois que c'est, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais je dis, c'est tout comme si c'est le prêtre qui a parlé. On a foi en cette information et personne ne peut dire le contraire. Parce qu'on se dit que si ce n'est pas vrai, C'est le messager. c'est le messager qui est venu porter l'information et ça s'arrête là. Et il n'y a même pas de question. Parce que même si la population se regroupe autour du crier public et qu'il finit de passer son message, il vous dit Todé c'est où? Il doit me Todé. Effectivement. Parce que vous l'aviez entendu. Transmettez aussi le message à votre voisin qui peut-être n'était pas là au moment où moi je passais mon message. Ça veut dire que il y a tout un relais qui se faisait avant. Et tel que vous le dites, c'était une passion au niveau de ces vieux-là qui donnaient le message. Donc je pense qu'aujourd'hui, tel que vous le dites, la tradition doit être sauvegardée, mais il faudrait que au niveau des différentes communes et arrondissements, on puisse trouver l'opportunité de maintenir ces personnes et de transmettre le relais aux jeunes qui aujourd'hui sont en train de délaisser ce métier très important. Merci. Nous aurons le temps de revenir sur ce sujet, le crier public. Sylvain Etchou, merci d'être venu.